défendu l'année dernière un certain nombre de militants qui ont été poursuivis pour organiser les manifestations de mois de juillet 2014. Ceux que j'ai défendus ont été relaxés compte tenu de l'imbécilité des poursuites comme organisateurs de manifestations, mais il n'empêche que aujourd'hui... Vous ne répondez pas. Vous revenez ici, on a des choses plus intéressantes à dire. Si à chaque fois qu'il y a un connard qui passe, hein, vous réagissez comme ça, c'est vraiment pas intelligent. Et pour revenir aux militants palestiniens emprisonnés, que ce soit en Palestine ou en France, puisque finalement la France s'aligne sur les condamnations qui sont faites en Israël, puisque dans d'autres pays européens, les militants sont libérés au bout de 24 ans ou 25 ans, ce qui est déjà énorme. Pour Georges Ebrahim Abdallah, il va égaler le temps de durée de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et bien entendu, il me semble qu'il faut relancer le combat au mois d'octobre, puisque sa dernière demande de libération a été refusée au motif qu'il n'avait pas exprimé de repentir, mais en réalité, l'avocat des États-Unis était présent et au nom du gouvernement des États-Unis s'est opposé, et on sait que les pressions sur le gouvernement français actuel sont permanentes pour s'opposer à cette libération. Ça, c'est un premier point. Et quant à votre présence aujourd'hui, moi je ne suis pas organisateur, mais on ne peut que la saluer, puisque comme j'ai dit à une télévision, une interview la semaine dernière après l'assassinat du bébé et de son père, c'est pas tant les extrémistes israéliens qui sont des terroristes, mais l'État israélien qui est un terroriste dans sa politique coloniale. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant d'une seconde à l'autre Monseigneur Jacques Gaillot, qui est bien entendu partie prenante de tous les combats pour le droit, la justice et l'égalité. Vous savez qu'il défend aussi bien les sans-papiers que le gouvernement expulse de manière scandaleuse après avoir pillé et continué à piller leur pays. Monseigneur Gaillot est quelqu'un qui, vous le savez, pendant la guerre d'Algérie, a soutenu la résistance algérienne et a fait partie de la liste des 121. Et il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là pour monter au créneau et prendre les risques de répression. C'est quelqu'un qui a toujours été là. Il a aujourd'hui 80 ans. Il est toujours là. Il est à nos côtés. Il est pour la défense de la liberté et du droit pour les Palestiniens. Et donc, j'espère que, voilà, il est en train d'arriver et on va donc lui donner la parole. Donc, c'est bien aussi si on laisse un petit peu tous les gens qui passent profiter, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas totalement ce cercle ici, de manière à ce que les gens qui passent se disent pas, bon, ben, on peut pas approcher ni rien. Donc voilà, mettez-vous un petit peu sur les côtés pendant qu'il arrive, ça sera formidable. Je le vois arriver. Voilà, je le vois arriver, vous avez le droit de vous mettre sur le sable est à nous aussi, hein, donc vous pouvez vous asseoir sur le sable, premier rang, deuxième rang, etc. Comme ça laisse les gens pouvoir profiter. Il y a ceux qui sont en haut et qu'on salue, bonjour, voilà, et qui écoutent également. Et donc je vais vous demander de faire un tout petit peu, asseyez-vous, vous avez un rebord extraordinaire là, profitez-en. Voilà, installez-vous là pour que tout le monde puisse en profiter et nous saluons l'arrivée de Monseigneur Jacques Gaillot. Donc Jacques, on ne fait plus les présentations mais je les ai faites quand même, donc tu n'as plus qu'à prendre la parole par rapport à, d'une part, ce que tu penses de l'initiative de Madame Hidalgo qui a accepté qu'il y ait un Tel Aviv sur scène festif et culturel à côté ici. Ça c'est la première question qu'on a envie de te poser, donc je te laisserai y répondre. D'abord, merci d'être là. C'est important que nous soyons nombreux, très nombreux, sur cette rive de la Seine, pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien, si je rencontrais nos voisins, c'est-à-dire des Israéliens de Tel Aviv,
Je leur poserai cette question qui est dans la Bible. Quand Dieu dit à Caïn qu'a tué son frère, il dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Et bien moi je leur dirais, qu'as-tu fait de ton frère palestinien? On dit que Gaza c'est la ville de la tolérance, on loue cette ville de tolérance, mais les colons ne sont pas très tolérants vis-à-vis des Palestiniens, ni l'armée israélienne, ni le gouvernement Netanyahou. Donc c'est difficile, vous voyez, de parler de tolérance. On dit que Tel Aviv, c'est la ville où on vit bien ensemble, quelles que soient nos différences. Eh bien, le peuple de Gaza, lui, survit. Il survit. Et donc, moi, je rappellerai toujours aux gens de Tel Aviv qu'ils doivent se préoccuper du peuple palestinien, car ils appartiennent, qu'ils le veuillent ou non, à un État dont la politique est suicidaire par rapport au peuple palestinien qui est asphyxié et qui est humilié. Et donc, qu'ils aillent à Paris ou ailleurs, ils ont cette question avec eux qu'ils ne peuvent pas perdre. Et nous sommes là pour leur rappeler. Et peut-être qu'il faut les remercier de nous donner cette occasion aujourd'hui, un 13 août, cette occasion inespérée, de parler du peuple palestinien à Paris, sur la rive de la Seine. C'était ça la question? Il y a à l'heure actuelle des centaines de prisonniers palestiniens qui sont en grève de la faim, qui dénoncent à la fois, bien entendu, le fait qu'ils n'ont rien à faire dans ces prisons et que beaucoup sont en détention, ce qui s'appelle la détention administrative, c'est-à-dire sans procès, sans inculpation, sans jugement, pour des durées indéterminées, et qu'en plus ils sont traités extrêmement brutalement avec des raids punitifs de nuit. Il y en a plusieurs, il y en a une trentaine qui récemment ont été blessés pendant un raid des escadrons de la mort israélien, et ils sont privés de visite, souvent mis à l'isolement et transférés très souvent d'une prison à une autre pour que justement ils soient isolés quand ils ne sont pas en cellule d'isolement. Et donc il y a des gens en ce moment qui sont en grève de la faim, un notamment depuis maintenant 58 jours, donc dans un état très critique comme vous pouvez l'imaginer, à tel point que le Parlement israélien vient de voter une loi contraire à tous les droits de l'homme, à toutes les conventions, c'est l'alimentation forcée des grévistes de la faim. Je voudrais que tu nous dises là aussi ce que tu en penses, Jacques. Je vais moi-même dans les prisons parisiennes régulièrement, et donc je suis toujours sensible à la question des prisonniers. Et je crois que là-bas c'est beaucoup plus dur que dans les prisons françaises. Alors, je crois que tant que les prisons israéliennes seront peuplées de milliers de Palestiniens, tant que le blocus de Gaza continuera, tant que la colonisation se poursuivra dans les territoires occupés, eh bien nous dénoncerons cette injustice qui est faite à un peuple, et que cette injustice ne peut pas conduire à la paix. Donc il faut absolument dénoncer ce système d'injustice qui est fait à un peuple, et surtout dénoncer l'impunité dont jouit Israël toujours et partout. Jacques, une dernière question. Beaucoup de gens pensent que nous sommes impuissants, que nous ne pourrons pas faire grand-chose, que Israël et le lobby israélien seront toujours les plus forts parce que soutenus par nos gouvernements. Il y a pourtant une solution, un appel qui a été lancé par la société civile palestinienne, qui est un appel identique à celui que les Noirs africains en Afrique du Sud pendant l'apartheid nous ont lancé, c'est le boycott. Et le boycott, certains bien entendu, soit intoxiqués par la propagande médiatique israélienne, viennent nous dire « Ah oui, mais ça c'est pas bien parce qu'il vaut mieux le dialogue, etc. » Qu'est-ce que tu penses
de la campagne boycott des investissements sanctions, donc du boycott aussi bien des produits exportés par Israël que de ces manifestations soi-disant culturelles à base de falafel et de savon de la mer Morte volés à la Palestine, que des manifestations sportives, scientifiques ou autres. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton avis à toi, homme de paix, par rapport au boycott? Je dirais d'abord que le temps n'est pas aux invitations, le temps est au boycott. Il n'est pas aux échanges d'une rive à une autre, il est à la mobilisation citoyenne. Et je suis pour un boycott total, économique bien sûr, culturel, sportif, politique. Bravo! Il faut qu'il se fasse sur tous les fronts. C'est notre manière de faire pression sur le gouvernement israélien. Et je suis confiant, le fait qu'on soit là, si nombreux, en ce mois d'août, c'est quand même important. Moi je dis souvent que le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Et donc je trouve que le boycott prend de l'ampleur. Et c'est notre arme à nous. C'est populaire, c'est démocratique, il y a tous les ingrédients pour que ça réussisse. Mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre tous et de dire c'est pas simplement au plan économique, c'est à tous les niveaux. Et je crois que Israël entend cela et en a peur. Eh bien, nous ne pouvons pas compter beaucoup sur les politiques, mais nous pouvons compter sur la mobilisation citoyenne dont nous sommes les représentants cet après-midi. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah ben, il y a peut-être parmi vous certains qui ont des questions à poser. Ils sont bienvenus de les poser, de venir ici au micro pour que tout le monde entende leurs questions. Comme ça, Jacques pourra y répondre. Et merci effectivement de vous asseoir le plus possible sur le bord, parce qu'il y a des gens qui veulent passer et qui n'arrivent pas à passer. Il faut les laisser passer. C'est important. Bonjour. Donc moi, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais poser la question. Quand est-ce que la communauté internationale va obstruer le malaise qui règne sur terre concernant les Israéliens, parce qu'il y a un malaise qui est palpable, désagréable à vivre. En étant arabo-musulmane francophone, je le vis quotidiennement parce que malheureusement ça a des répercussions sur mon quotidien et souvent le quotidien de beaucoup d'associations, de personnes pro-palestiniennes ou et aussi pro-occidentales ou pro... voilà. Donc quand est-ce qu'on va prendre l'initiative de obstruer Israël? Vous savez, l'important, c'est ce que nous pouvons faire. Sans dire, il faudrait que la communauté internationale, il faudrait que... C'est à nous, citoyens. Et moi, il y a 30 ans que je défends le peuple palestinien. Et au début, c'était pas facile. On me disait, mais vous soutenez des terroristes. Vous voyez? Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et les Palestiniens sont quand même beaucoup plus accrédités au plan de l'opinion internationale. Tandis que le peuple d'Israël est souvent discrédité, même s'il y a des lobbies. Alors il faut faire confiance que le vent est du côté des citoyens et que quand partout on se lève pour la justice et pour la paix, il se passera quelque chose. Voyez ? Aujourd'hui, la cause palestinienne est bien entendue. Voyez ? Et il faut faire confiance. Moi, je crois que la paix est possible. Mais pour ça, il faut continuer de dénoncer l'injustice avec les Palestiniens pour qu'un jour, les choses puissent bouger. Il faut rappeler qu'en Afrique du Sud de l'apartheid, la campagne de boycott, elle a pris plus de 20 ans. Et elle a été menée pendant 20 ans par des gens comme vous et nous.
avant que des institutions, des gouvernements pratiquent le boycott et prennent des vraies sanctions. D'abord, tout le monde, je dirais, soutenait cette Afrique du Sud de l'apartheid, de la ségrégation. Ça a commencé par des caissières en Irlande qui ont refusé de vendre des oranges à Outspan. Et vous savez que Mandela, il est resté 27 ans en prison et que les Africains noirs qui menaient le combat, avec quelques blancs qui étaient des opposants au régime d'apartheid, eh bien, ils ont dit à un moment, nous avons tout essayé, la lutte armée, le sabotage, les grèves, on n'y arrive pas, et ils ont lancé cet appel à la société civile, aux hommes et aux femmes de conscience. Et je me souviens que, par exemple, au niveau sportif, la France n'a pas été très impliquée, ça a été beaucoup plus les pays anglo-saxons qui avaient des liens avec l'Afrique du Sud. Donc peut-être que vous n'avez pas des souvenirs les plus âgés très très forts de la lutte contre l'Afrique du Sud, de l'apartheid, mais au début, par exemple, ils nous avaient appelé, en plus des oranges et du raisin, à boycotter le cricket et le rugby. Le rugby était la grande spécialité de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et donc au début, les équipes de rugby sud-africaines venaient, et puis il y avait quelques troublions qui essayaient de, sur les stades et les terrains, ils se faisaient embarquer, on n'en parlait plus, les matchs avaient lieu normalement. Et puis ces troublions ont grossi, ils ont été massifs, donc ça a dégénéré, ça a donné des affrontements, et puis finalement ils n'arrivaient plus à jouer, et puis finalement ils n'ont plus été invités du tout à jouer. Et ça a été le boycott, et ils n'ont plus joué jusqu'à ce que la ségrégation soit abolie. Eh bien, il faut que ça soit la même chose pour Israël. Ça ne fait que quelques années, je vous signale, que ce boycott est commencé de manière effective, c'est-à-dire depuis l'opération Plomb durci, 2008-2009, les premiers massacres massifs, parce que des massacres, il y en a eu de manière continue, des massacres de Palestiniens, mais le boycott, il n'a que quelques années. La société civile palestinienne a lancé son appel en 2005, mais la société civile internationale ne l'a entendu et ne s'est mis à boycotter qu'à partir du début de l'année 2009. Donc ça fait en gros 6 ans que nous sommes véritablement engagés dans ce boycott. Et j'en profite pour rappeler qu'il faut dire à vos amis, à votre famille, à vos voisins, à vos collègues que ça n'est plus possible de consommer uniquement en regardant les promotions et les prix. Aujourd'hui, on regarde l'origine. Et quand il y a marqué Israël, d'abord c'est pas une origine, parce qu'Israël refuse de définir des frontières. Donc c'est où Israël? C'est dans quelle frontière Israël refuse de le dire. Deuxièmement, souvent, il y a de la triche, vous l'avez vu, des avocats, des tomates, des pamplemousses sur lesquels il y a marqué Mexique, Espagne, ce qu'on veut, Pérou, Maroc, etc. Bon, pareil pour les dates, vous avez vu que les dates, ils espèrent que quand il y a marqué Vallée du Jourdain, Jordan Valley, les gens vont croire que ça vient de Jordanie. Eh ben non, ça vient de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la Palestine occupée, ce qu'ils appellent la zone C, où ils ont chassé les Palestiniens, hein, où ils se sont mis là, et donc il n'est pas question d'acheter ces produits. Et y compris, on voit un certain nombre de commerçants, petits commerçants ou commerçants sur les marchés découverts qui ne mettent même pas d'origine du tout. Alors que je rappelle que la législation française fait une obligation à tous les commerçants, qu'ils soient dans les supermarchés, qu'ils soient dans les petites épiceries, qu'ils soient sur les marchés découverts, d'écrire l'origine en caractères aussi gros que le prix. C'est ça la réglementation. Et vous devez la faire respecter. Et je vous signale aussi dans les bonnes nouvelles qu'à partir de la rentrée, nous aurons un logo, une sorte de label à proposer à tous les commerçants qui s'engagent à ne pas vendre des produits de l'occupation. Donc un label de qualité. Et nous vous demanderons à la rentrée qui est bientôt, qui est dans une quinzaine de jours, de prendre
prendre chacun un paquet de ces labels et que chacun dans votre quartier, dans votre ville, et je remercie ceux qui aujourd'hui sont venus ici de loin, de Nîmes, de Montpellier, de Metz, de Lille, j'ai plus toutes les villes en tête, Marseille. Bon, il y a des gens qui ont roulé toute la nuit pour venir ici aujourd'hui et je les en remercie. Donc il faut qu'ils repartent avec effectivement non seulement un plein d'images, de photos et d'événements qui vont se passer dans la journée, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses ici. Il va y avoir des animations. On va montrer tout à l'heure par exemple à quoi jouent les enfants palestiniens pendant qu'ils font leurs festivités à côté. Et donc, je vous rappelle aussi qu'il n'est pas question dans les pharmacies de se laisser refiler les médicaments de la marque israélienne Teva, T-E-V-A, parce qu'il n'est pas question qu'on se soigne avec les médicaments d'un pays qui empêche les Palestiniens de se soigner, qui leur largue des bombes au phosphore, qui détruit les dépôts de médicaments, qui tire sur les ambulances et qui en Cisjordanie empêche les femmes enceintes d'accoucher normalement et souvent les oblige à donner naissance à des enfants morts parce qu'elles sont arrêtées à des barrages militaires sur leur terre palestinienne. Donc, Teva, j'en veux pas. Teva, 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 Teva. Et je rappelle que tous les pharmaciens ont l'obligation de vous fournir, si vous le demandez, une autre marque de générique. Ils ont le choix. Il y a d'autres marques de générique, pas plus chères, même composition. Et si jamais il y a à peu près un tiers des pharmaciens en France, sur les 30 000 pharmaciens, il y en a environ 10 000 qui vont vous proposer du Teva. Les 20 000 autres n'en ont pas. Tant mieux, il faut les encourager et leur dire « je viens chez vous parce que vous ne vendez pas de Teva ». Je vous signale aussi qu'aux 3 tables que nous avons mises ici, nous vous proposons gratuitement des vignettes autocollantes à mettre, si vous n'en avez pas encore, sur votre carte vitale. Ça vous évite même d'avoir à parler. Vous montrez, quand vous montrez votre carte vitale, ça veut dire vous me mettez autre chose, merci, mais pas du Teva. Et c'est votre droit le plus absolu. Et le pharmacien est obligé, si vous venez le matin, de vous fournir l'après-midi une autre marque de générique, si vous venez l'après-midi ou le soir, de vous le fournir le lendemain matin. Et si vous ne pouvez pas attendre, et bien sur 30 000 pharmaciens qu'il y a en France, vous n'êtes pas obligé d'aller juste chez celui-là, d'accord? Vous avez l'embarras du choix. Donc cette campagne, elle est extrêmement importante. Et j'en profite pour vous rappeler que ceux qui essayent de faire croire, ceux qui sont à côté, des gens qui font partie d'ailleurs au niveau de la culture de l'armée israélienne et qui sont peut-être des gens qui eux-mêmes personnellement ont tué des enfants l'an dernier sur les plages de Gaza, eh bien nous leur disons qu'il ne faut pas qu'ils essayent de nous faire croire et de nous intimider et de nous dire qu'en France, le boycott est illégal. Vous avez qu'à tous montrer votre dos de t-shirt en ce moment, voilà. Et si c'était illégal, est-ce que la police nous laisserait ici aujourd'hui avec nos banderoles boycott Israël, avec nos t-shirts boycott Israël? Est-ce que vous pensez que si c'était illégal, si c'était inscrit dans le droit français, on aurait le droit de porter ces t-shirts? Non, bien entendu, parce qu'on ne peut pas à la fois autoriser le boycott de la Russie, de la Chine, du Mexique, du ceci, du cela, de Cuba, pour Brigitte Bardot, du Canada à cause des bébés phoques avec qui ils ne sont pas gentils, et que Israël peut tuer qui il veut, mais qu'on n'aurait pas le droit de boycotter. Donc, je vous signale que nous avons gagné tous nos procès, que le gouvernement qui a suivi dans un premier temps les lobbies sionistes qui lui demandaient de nous poursuivre, nous, hommes et femmes qui appelions au boycott d'Israël en essayant de s'appuyer sur une loi française qui justement essaye de lutter contre le racisme, qui dit
que sont passibles de poursuites toutes les personnes ou groupes de personnes qui seraient discriminées en fonction de leur origine, de leur race, de leur religion, de leur ethnie, de leur nation, de leur handicap, de leur sexe, eh bien, ils n'ont pas pu s'appuyer et essayer d'instrumentaliser cette loi pour lui faire dire son contraire et pour faire dire que nous étions des antisémites parce que nous boycottions l'État terroriste d'Israël. Monseigneur Jacques Gaillot vous montre comment on met une vignette autocollante pour dire Teva, non merci, j'en veux pas, à votre pharmacien ou à votre médecin. D'ailleurs, les médecins en général ne prescrivent pas Teva, ils prescrivent soit le médicament de marque, soit une molécule générique, et ensuite c'est au pharmacien de vous donner les marques dont il dispose. Eh bien, dans les marques de générique dont il dispose, on veut bien tout sauf T-E-V-A, Teva, j'en veux pas. Teva, j'en veux pas. Bonjour, moi je voudrais apporter ma réponse à la jeune femme qui tout à l'heure a demandé à Jacques Gaillot comment on pouvait se mettre fin, enfin je ne sais plus quel mot elle a obstrué, mais mettre fin en gros à la malfaisance et aux nuisances d'Israël par la communauté internationale. Moi je dirais que la communauté internationale, ça commence par notre gouvernement, et ça commence donc sur la façon dont nous pouvons agir sur nos gouvernements, nous les peuples. Nous sommes censés, du moins c'est ce que dit la Constitution, être dans une démocratie avec le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais en fait nous sommes dans une fausse démocratie. Nous n'avons pas les moyens d'agir de façon déterministe sur les actions de notre gouvernement. Même dans la municipalité de Paris, où Anne Hidalgo a été élue, elle s'octroie le droit de faire cette activité-là, alors que ce n'était pas marqué dans son programme électoral. Nous avons les gens qui ont voté pour elle, en fonction de son programme, et qui se retrouvent ici aujourd'hui, ont été trompés. Et ça, nous n'avons pas d'action de par la loi pour faire punir ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous trahissent. Et pourquoi nous n'avons pas ça? C'est parce que ça n'est pas écrit dans notre Constitution. Nous ne sommes pas protégés par notre Constitution. Et donc la seule façon que je vois ça, c'est qu'il faut que nous ayons une autre Constitution. Alors qu'on l'appelle 6e République ou Première Démocratie, peu importe la façon dont on l'appelle, mais il est important, si on veut pouvoir agir sur nos gouvernements, et donc sur la façon dont ils traitent Israël, les problèmes palestiniens, mais pas que ça, les OGM, les centrales nucléaires, le social, la sécurité sociale, tout. Il faut que nous changions de constitution, il faut que nous soyons prêts, nous citoyens, à écrire cette constitution, à nous entraîner à l'écrire, à nous intéresser aux articles qu'il faut mettre dans cette constitution. Parce que si on laisse faire ça par les élus, eh bien nous aurons les mêmes constitutions qui donnent le pouvoir aux élus et pas aux citoyens. Alors de toute façon, je suis assez d'accord avec toi, surtout sur le fait que il faut pas croire que la démocratie, ça consiste à dire aux gens qu'ils ont le droit d'aller voter tous les 5 ans, hein, et de choisir entre la peste et le choléra. Et une fois qu'ils ont choisi pour quelqu'un qui, même s'il a fait des promesses électorales, comme Hollande là par exemple, qui a dit dans son 52e engagement qu'il défendrait la Palestine, et qui ensuite a donné un permis de tuer à Israël pendant les bombardements de l'été dernier, on a été la seule capitale au monde où les manifestations de protestation ont été interdites. Donc il ne faut pas que vous ayez d'illusions électorales. Nous n'avons aucun pouvoir, c'est-à-dire sur nos élus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus. Nous n'avons pas le moyen de les révoquer, et que ça soit la droite ou la gauche, vous venez d'en avoir la preuve, c'est la même
politique qui se moque du droit, de nos droits, du droit des Palestiniens, des droits en général, qui bombardent des populations civiles dans le monde au nom de je ne sais quelle démocratie et qui, en vérité, muselle ici les gens qui ont besoin de s'exprimer et de dire la justice et la vérité et qui laissent en France, par exemple, une organisation classée terroriste aux États-Unis, la LDJ, des gens qui sont extrêmement dangereux, qui agressent, qui ont blessé, qui ont tué, qui ont jeté dans le canal de l'Ourcq, comme vous le savez, et qui ont fait noyer des personnes. Ces gens-là, eh bien, sont le droit, ont pignon sur rue, sont en train de se pavaner et ont le droit, sur leur site, de faire les insultes les plus racistes, de appeler la population à aller casser du côlon en Cisjordanie. Ça n'est pas importé, bien entendu, le conflit israélo-palestinien. Donc, ces politiciens, il faut arrêter de croire qu'on arrivera à les faire changer simplement en allant mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est notre mobilisation au quotidien. Boycott. Voilà, le boycott, absolument. Alors, je vais vous proposer que, premièrement, d'abord, vous pouvez prendre, tous ceux qui sont d'accord, des tracts pour en donner aux gens qui passent. Merci de vos encouragements. Non, merci beaucoup, hein, on a adoré, merci. Je vois que notre rassemblement ne passe pas inaperçu. Bye bye. Alors, je vous demande pour toute la journée, nous sommes là jusqu'à 21h, il va y avoir des tas de gens qui vont essayer de provoquer, qui vont dire des choses dégueulasses, des insultes, des choses, des contre-vérités, mais comme l'a dit Jacques, l'image d'Israël est de plus en plus ternie. Les gens ne sont de moins en moins dupes malgré toute la propagande médiatique, télévisuelle, etc. Quand vous voyez qu'une télévision aussi sioniste que BFM TV, pour ne pas les nommer, on fait un sondage pour demander aux gens s'ils étaient, oui ou non, choqués par l'initiative de Madame Hidalgo de laisser les violeurs, les occupants, les terroristes venir sur un espace public sur Paris-Plage, eh bien vous avez eu plus de 70% des gens qui ont répondu « Oui, je suis choqué ». Donc le chantage à l'antisémitisme, non mais ça ne marche plus, je vais vous le dire. Alors les gens dans la journée qui vont passer pour essayer d'avoir l'attraction, surtout, ne leur donnez pas ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que vous veniez tous autour d'eux, que vous vous mettiez à leur répondre, à leur crier, etc. Et que, comme ça, les caméras puissent filmer que ici, ça a été violent, voilà, que ça a été, etc. Donc, je vous demande véritablement de prendre sur vous, d'avoir la maîtrise pour déjouer leurs provocations. C'est-à-dire que on discute avec les gens de bonne foi. Voilà, on ne discute pas, les autres ils ont qu'à aller là-bas. Voilà, vous les laissez vous dire quelque chose, on dit, vous avez vu comment j'ai répondu à la dame? J'ai dit oui merci, merci beaucoup. Vous faites la même chose et vous les laissez passer, d'accord? C'est très important si on veut... C'est très important si on veut que cette journée soit réussie. Nous n'avons pas souvent les médias, et vous le savez. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre la rue. Et on est dans toutes les villes, on est sur les marchés, sur les places publiques, on défend la Palestine, on montre la réalité, on fait du théâtre de rue, des checkpoints, on fait des tas de choses, mais aujourd'hui, il y a des médias, vous avez vu tout à l'heure, il y avait absolument toutes les chaînes de télévision, et elles ne sont pas finies, elles vont un peu par là, un peu par ici, etc. Donc, je vous demande de ne pas laisser seulement une demi-douzaine de nos militants faire le service d'ordre, parce qu'ils ne peuvent pas tout seuls le faire. Je vous demande de tous faire partie du service d'ordre et de faire en sorte que quand vous voyez que quelqu'un essaye d'énerver les gens, vous passiez pour dire « Allez, vous répondez pas, on circule, on fait autre chose ». Donc maintenant, on va faire un certain nombre d'animations. On va reprendre dans 5-10 minutes. Parmi ces animations,
Il y a aussi d'autres intervenants qui doivent venir prendre la parole. Quand ils seront là, on leur donnera la parole. Et il y aura peut-être ce soir, qui reviendra de Roubaix exprès, qui a dit qu'il ne pouvait pas le promettre à 100%, mais qui ferait son maximum. Dans les bonnes nouvelles, il y a Médine qui va venir chanter Gaza Soccer Beach. Bonjour à toutes et tous. En tant que citoyenne humaine du monde, je voudrais savoir pour quelles raisons Israël, qui est à l'ONU aujourd'hui, n'accepte pas le traité qu'il a signé pour que les Palestiniens reviennent tous sur leur terre. En fait, du fait qu'il n'ait pas accepté de ce traité qu'il a signé, Israël est illégitime à l'ONU. Israël viole absolument tout, c'est-à-dire pas seulement ces traités, les conventions de Genève, les résolutions de l'ONU, la décision de la Cour de justice internationale qui en 2004 a jugé que le mur et les colonies étaient illégales. Donc pourquoi un État qui a décidé de voler la terre et les ressources d'un autre peuple pour se les approprier? Parce que c'est ça, c'est un problème de colonialisme, on est d'accord, ce n'est pas un problème de religion. En fait, dans les Palestiniens, il y a aussi des chrétiens. Bon, et donc, pourquoi il veut dire ils font ça? Ils font ça parce que, comme tout général, comme toute armée, s'ils ne rencontrent pas d'obstacles, pourquoi ils ne continueraient pas à avancer? Pourquoi ils ne continueraient pas à violer le droit, comme vous l'avez dit, et à s'asseoir sur absolument tout ce qu'ils peuvent avoir signé? Je vous rappelle qu'on a pris des sanctions contre l'Iran parce qu'ils auraient été susceptibles d'utiliser de manière nucléaire l'arme, etc. Israël possède donc l'arme nucléaire, la bombe atomique, des tas de têtes d'ogive, a refusé de signer les traités de non-prolifération, refuse les inspecteurs pour aller inspecter ces installations. Pourquoi on accepte? Pourquoi on accepte? Pourquoi on ne prend pas de sanctions? Et quand nous on parle de sanctions, je rappelle que nous ne demandons pas des bombardements de populations civiles comme on le fait sur l'Irak, la Libye et 36 autres pays. Nous demandons des sanctions qui sont des sanctions simples. Par exemple, qu'Israël ne bénéficie plus au sein de l'Europe des privilèges, comme si c'était un pays européen qui respectait les droits de l'homme, par exemple, aucune taxe à l'exportation des produits, qu'Israël ne bénéficie pas de toutes les collaborations sur les accords de recherche, qu'Israël ne joue pas dans la Coupe européenne de football, qu'Israël ne vienne pas chanter à l'Eurovision. C'est des choses simples que nous demandons. Bon, et la fin de la collaboration militaire avec ce pays extrêmement dangereux, parce que tous les sondages européens ont montré que plus de 75% des gens estiment qu'Israël est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Donc c'est pas seulement est-ce qu'ils ont menti, pas menti, c'est que ce sont des gens dangereux, très dangereux. Donc... Oui, bien sûr, ils sont dans l'espace aérien européen. Ils ont même obtenu en Grèce récemment, même sous ce fameux gouvernement qui était censé défendre la population grecque, de mettre leur base et de mettre leurs militaires et de pouvoir s'entraîner chez eux et de pouvoir les entraîner, etc. Donc nous savons quel est le danger et nous n'avons pas 36 solutions, nous l'avons dit, c'est le boycott. Boycott Israël! 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 Alors je vous dis maintenant, je veux dire que c'est intéressant aussi qu'on laisse passer les gens du public, les touristes, les familles, qu'on ne soit pas qu'entre nous, soyons intelligents. Et élargissons le cercle. Donc, je vois qu'il y a ici... je vois que le maître Gilles Devers est arrivé de Lyon. Et s'il veut bien venir prendre la parole, avant de passer aux animations, on va lui donner la parole. Maître Gilles Devers,
c'est quelqu'un qui est un spécialiste des actions en justice, notamment au niveau de la CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. Et il a, par rapport aux questions que vous posiez juste avant, des réponses à vous apporter. Gilles, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît, en parlant le plus fort possible avec... Olivia, les organisateurs m'ont demandé de venir prendre la parole, c'est vraiment très volontiers. Je pense qu'il aurait été difficile que cette opération puisse se tenir sans qu'il y ait une riposte au juste niveau. Mais moi je ne peux vous parler, comme vous le savez, que des éléments de procédure. Je vous dirais, je suis avocat et je travaille avec tous les aspects de tous les groupes et sous-groupes et divisions, hélas, de la société palestinienne. Moi je vais vous parler, je peux vous traiter 3 points. Le premier, c'est que depuis que je travaille comme avocat, pas comme militant, comme avocat, même engagé, mais comme avocat, avec les groupes palestiniens, tout le monde m'a dit la même chose: il nous faut l'application du droit. Parce que ce que nous souffrons depuis 60 ans, c'est de la violation du droit. Donc je peux dire que tous les groupes, toutes les tendances politiques, quand elles nous demandent d'agir, c'est toujours d'utiliser au mieux le droit international et d'arriver à faire appliquer le droit international enfin. Tous sont sur cette logique, c'est par le droit que la Palestine a un avenir. Voilà. Ça nous amène à travailler sur beaucoup de sujets. L'une des difficultés, évidemment, c'est qu'il est impossible pour les Palestiniens de faire du droit dans l'État d'Israël, qui est la puissance occupante, dans la mesure où ce que Anne Hidalgo nous présente comme la seule démocratie du Proche-Orient est totalement inscrit en marge du droit, refuse de signer tous les traités internationaux, refuse de signer toutes les mesures contraignantes et applique son propre droit international validé par la Cour suprême. C'est-à-dire que quand il y avait eu la décision de la Cour internationale de justice sur le mur, la réponse avait été de faire une nouvelle jurisprudence interne à Israël en disant que c'est la Cour internationale de justice qui ne connaissait pas le droit international. Donc les Palestiniens essayent parfois de faire des recours quand c'est leur seul juge, ils commencent par cela, mais il n'y a absolument rien à attendre de la part des décisions de justice israéliennes par rapport à la Palestine. Donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut aller chercher à l'extérieur, et donc c'est la Cour internationale de justice qui a rendu un avis, mais cet avis hélas n'a pas été suivi des faits. C'est également la Cour pénale internationale ou la manière dont on arrive à utiliser les tribunaux nationaux, notamment sur la question des produits qui viennent des colonies. Voilà. Alors c'est donc voilà comment on utilise le droit international et comment, je peux dire, tous les Palestiniens nous le demandent. On a le souvenir très fort d'une jeune femme maintenant qui était jeune fille à l'époque et qui s'appelait Amira, qui avait perdu pendant l'opération Plomb Durci son père, son frère et sa sœur, qui avaient été tirés à bout portant pratiquement par des hélicoptères. Les corps étaient tellement déchiquetés qu'on avait fait les funérailles d'Amira en ne pensant jamais la retrouver. En fait, elle était survivante dans une maison. On avait pu la faire venir en France, du moins les médecins avaient pu la faire venir en France. Et cette jeune femme qui arrivait pour la première fois ici, dès qu'elle a récupéré, que ça sentait aller mieux, elle nous a dit: je veux aller déposer plainte à la CPI. Et on y était allé en délégation avec elle. C'est-à-dire que quand vous allez à Gaza, vous parlez avec les gens, même si le droit international a été violé pour eux depuis des années et des années, leur demande c'est de dire: il nous faut l'application du droit international. Donc faites de la politique, faites de la culture, faites de la solidarité et pensez au développement économique, mais l'application du droit international est vraiment la garantie. Et c'est aussi une manière de dire, quand les Palestiniens revendiquent l'action du droit international et qu'on leur bloque l'action sur la recevabilité, c'est de dire qui est-ce qui est du droit international. Comment est-ce que vous pouvez qualifier de terroristes des groupes politiques qui demandent l'application du droit international, qui demandent aux juges de la Cour pénale internationale de venir sur place pour enquêter? Qui est-ce qui s'oppose au droit international? Eh bien, ce sont les voyous internationaux, voilà. Alors... j'aborde le deuxième point, il y en a tant que je voudrais, mais c'est pas vraiment l'esprit, mais il faut pouvoir échanger. Il y a tellement de choses qui sont en cours à faire, mais le deuxième point important, après cette utilisation de droit international, c'est la Cour pénale internationale et l'affaire du Mavi Marmara.
Alors, vous savez, ça date de 4 ans, c'était la première flottille, et qui était extrêmement bien organisée. Il y avait plusieurs bateaux, dont un bateau principal qui s'appelait le Mavi Marmara. Il y avait un gros investissement turc pour que tout cela ait pu avoir lieu, mais il se trouve que le Mavi Marmara était sous pavillon, c'est-à-dire immatriculation des Comores. Voilà. Un autre bateau était sous immatriculation du Cambodge, et un autre était sous immatriculation de la Grèce. Et pour la Cour pénale internationale, ça nous avait beaucoup intéressé, parce que en droit international, quand il y a un bateau immatriculé dans un pays, il relève de la juridiction de ce pays. Or, le Cambodge, les Comores et la Grèce ont ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Ce qui fait que même si l'attaque avait eu lieu en haute mer, dans les eaux internationales où il n'y a pas de souveraineté, le fait que l'attaque principale et les 9 morts aient lieu sous un bateau comorien donnait une compétence à la CPI, parce que ce petit État des Comores, qui, je ferme la parenthèse, est en sous-occupation militaire française, vu que vous savez tous que Mayotte, qui est qualifié département français, est en fait un territoire comorien occupé militairement en violation du droit international par la France. C'est-à-dire que la France, quand elle soutient Israël, les colonisateurs, elle parle pour elle aussi. Et là où elle est en contradiction, c'est quand elle attaque la Russie sur la Crimée, vu que la France a exactement la même chose aux Comores, à Mayotte, en faisant un référendum sur place, en mettant, oui, bien sûr, il faudra rendre Mayotte, évidemment. Et donc les Comores ont tout à fait accepté de prendre leurs responsabilités. Il faut souligner à quel point c'est exemplaire, parce que du côté des dirigeants palestiniens, c'est pas toujours quelque chose que l'on voit de manière aussi nette et toujours, je dirais, voilà. Et donc les Comores ont accepté de déposer plainte en tant qu'État membre devant la Cour pénale internationale. Voilà. Ouais, oui. Pour les 9 morts du Mavi Marmara et pour l'impact sur la population de Gaza. Les discussions à la CPI sont toujours très compliquées, très politiques, surtout quand on est dans le bureau du procureur. Il y a très souvent des critiques sur la Cour pénale internationale en disant c'est la parole de l'Occident, c'est la puissance occidentale, etc. C'est les États-Unis qui dirigent. Non, c'est une méconnaissance de dire cela. À la Cour pénale internationale, vous avez 2 organismes qui sont complètement distincts. C'est le procureur d'un côté et la Cour. Et le procureur a toujours été pro-occidental, pro-États-Unis, et a tout fait pour classer la plainte de Plomb Durci en refusant de la transmettre à la Cour. C'est-à-dire que s'il symbolise, là on a le tribunal en face, là on serait le bureau du procureur, le dossier de Plomb Durci n'est jamais allé à la Cour. Il l'a gardé sur lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour classer l'affaire, voilà. Mais la Cour pénale, on n'avait pas, j'ai toujours défendu qu'il ne fallait pas avoir d'a priori sur cette Cour quand il s'agit des juges. Quand la deuxième plainte a été déposée donc pour le Mavi Marmara, le procureur c'était Madame Bensouda. Madame Bensouda, elle a fait semblant de faire une enquête et finalement elle répond en disant l'attaque des bateaux et en particulier du Mavi Marmara dans les eaux internationales est une violation du droit international, donc Israël n'avait aucun droit de le faire. Ensuite, l'attaque qui a été pratiquée par des militaires sur des civils avec 9 morts est complètement disproportionnée. Donc c'est bien, ça relève de la qualification de crime de guerre. C'est le procureur qui le dit. Voilà. Et ensuite, elle dit cette chose, elle dit oui, mais la Cour pénale internationale, c'est on s'occupe vraiment des grosses affaires, nous. Et ici, il y a vu que 9 morts, donc l'affaire n'est pas assez importante pour que je puisse saisir la Cour. Voilà. Et donc, elle voulait classer l'affaire comme cela. Alors, on a pu travailler, on travaille très bien avec un cabinet d'avocats britanniques qui est l'avocat des Comores, et moi je suis mandaté dans cette affaire par le syndicat des pêcheurs de Gaza qui est très intéressé de ce qui se passe aujourd'hui parce que eux la mer c'est pas la fête, vous voyez ce que je veux dire, et 450 habitants de Gaza qui ont donné mandat, et on soutient devant la Cour que l'attaque du Mavi Marmara c'est les 9 morts, mais c'est surtout le blocus, parce que s'il n'y avait pas le blocus, il n'y a pas d'attaque. Voilà. Et la nouvelle qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le 25 juillet, le tribunal, donc c'est la première fois c'est la chambre préliminaire, c'est la première fois qu'une formation de la Cour pénale internationale se prononçait, c'est-à-dire qu'on sortait du bureau du procureur grâce aux Comores qui ont fait appel devant les juges. Eh bien la première décision de la Cour pénale internationale pour la Palestine, elle a été favorable.
vu que la Cour a ordonné au procureur de revoir tout son raisonnement et d'ouvrir l'enquête. Et l'enquête, c'est pour aller rechercher quels sont les responsables. Et la Cour explique qu'il y a tous les éléments de gravité dans la mesure où c'est bien le sort de la population de Gaza qui est en cause dans le blocus. Voilà. Donc c'est une décision qui est... Bon, c'est évidemment du droit, c'est pas lisible comme un tract, mais c'est une décision que vous trouvez sur le site de la Cour pénale internationale qui nous est donc très intéressante et très favorable. Et la procureure ensuite a fait appel. Voilà. Donc pour le moment, on travaille sur la procédure d'appel et il y aura donc une audience devant la cour d'appel qui assiège à l'intérieur de la Cour pénale internationale et nous nous organisons avec les gens de Gaza. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont extrêmement impliqués dans l'application du droit. Je trouve plus que des fois la société française. C'est tout, oui, malgré tout ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire quand j'explique les choses en France, on dit ah ouais mais le cours ça marchera jamais, les lois ça s'applique pas, le droit international c'est que de la politique. On va là-bas où ils disent mais quoi tu l'as pas encore fait, et ils nous préparent des dossiers, on fait un travail extraordinaire. Donc on verra jusqu'où on peut aller, on voit toutes les difficultés qu'il y a, mais à ce jour, je peux dire que la première fois que la Cour pénale internationale se prononce sur le dossier de la Palestine, c'est pour rendre un avis favorable, disant que il y a des crimes de guerre qui ont été commis par des dirigeants israéliens et que l'enquête doit se poursuivre pour les identifier. Voilà. Le procureur s'est opposé à ça. On poursuivra. Voilà, on poursuivra. Ensuite, le troisième point sur cette cour, c'est tout le système, là, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle va enquêter ou non, voilà. Et ici, il faut dire des choses un peu nettes, des fois peut-être un petit peu plus désagréables pour l'autorité palestinienne, mais ce sont les faits qui parlent. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et notamment quand il y a eu le décès de l'enfant et de son père, il y a peu de temps, on entend encore des choses que je trouve vraiment extrêmement choquantes et par devoir de vérité, il faut rétablir. Parce qu'après c'est facile d'accuser la justice de ne rien faire, quand en fait on n'a pas saisi la justice, ou qu'on l'a saisie de telle sorte qu'elle puisse absolument rien faire. Voilà. Donc la Palestine avait toute capacité pour saisir la Cour pénale internationale depuis son origine. Il y avait eu un gros mouvement en 2008-2009, ils avaient fait ce qu'on appelle une déclaration de compétence du ministre, en pensant que c'était simplement de l'agitation. Le procureur a répondu, on a tous les documents là-dessus, il a répondu un mois après, il avait reçu le ministre et il a fait des déclarations en disant le peuple de Palestine, qui n'a pas la protection entière d'un État, doit d'autant plus être protégé par la CPI parce que il manque un échelon, donc on va forcément demander. Voilà. Cette déclaration, elle était explicite en disant bien sûr que la Cour est compétente, parce qu'en plus il n'y a pas de juridiction nationale. Alors elle est d'autant plus que pour d'autres. Voilà. Et ensuite c'était moulement de panique parce qu'ils se sont dit voilà, mais on a saisi la Cour, mais on ne voulait pas que ça marche. Voilà. Et ensuite il y a eu une série de manœuvres et de manœuvres jusqu'à enterrer cette action qui n'a jamais été jugée, qui peut encore l'être un jour, qui reste stagnante. L'an dernier revient la deuxième attaque, enfin la troisième guerre, bordure protectrice ou bordure agressive, je ne sais pas, avec les 2400 morts. Et à ce moment-là, il y avait un gouvernement d'union. Et le ministre, je passe rapidement, si ces questions vous intéressent, on pourra en discuter en petits groupes. Hein. Le ministre de la Justice, il y avait gouvernement d'union, et je crois qu'il existe encore plus ou moins sur le papier, mais bon, en tout cas, c'était le ministre de la Justice, nous saisit en nous disant il faut déposer plainte devant la CPI pour les faits qui sont en cours. Voilà. Et il nous fallait un mandat, alors que lui-même était clandestin, c'est-à-dire que si à la puce de son téléphone il est repéré par le GPS, que le premier jour des bombardements, le ministère, parce que c'est comme cela quand il y a une grande opération militaire, le premier jour, tous les sièges administratifs des gouvernements sont bombardés. Voilà. Et il nous a quand même fait passer, on a pu le recevoir, un mandat qui nous arrive par Internet, parfaitement rédigé, pour nous demander en tant que ministre de la Justice de saisir la Cour. Et il y avait sur ce mandat un magnifique tampon bleu, tamponné State of Palestine, Minister of Justice, parce que cet homme, parfaitement avisé, avant de quitter le ministère, avait gardé le tampon avec lui, et il était donc en mesure de signer et de tamponner les actes du ministère. C'est vraiment des gens quand même vraiment remarquables. Hein. Et on a donc pu déposer une plainte, une nouvelle plainte, deuxième plainte à la CPI, et il y a eu, elle était extrêmement forte parce qu'elle était signée par le ministre de la Justice. Il y a eu dans les jours qui ont suivi une visite du ministre des Affaires étrangères,
disant non, non, il ne faut pas prendre cette procédure, etc. Voilà, donc il a cassé la mécanique. Ça a été en Israël un choc extrêmement important parce que dans les sondages d'opinion, le point qui faisait consensus, c'était que les crimes de la guerre soient transmis à la CPI. Il y a des sondages à 85-90%. Et donc, après une certaine tergiversation, finalement, Abbas a ratifié le traité de la CPI le 31 décembre 2004. Voilà. Et donc, il était efficace au mois d'avril 2005, le 1er avril 2005. Donc, depuis le 1er avril 2005, la Palestine est considérée comme État, membre de la CPI, et elle pourrait faire ce que fait les Comores pour le bateau, le Mavi Marmara, elle pourrait déposer plainte. Et si elle dépose plainte, le procureur est obligé d'avancer. Parce que là, c'est un État membre qui dépose plainte. C'est pas un tiers, c'est pas une association, c'est pas le syndicat des pêcheurs de Gaza, c'est l'État. Et il est clair à ce jour que c'est pas la CPI qui est immobile. C'est le gouvernement de Palestine qui n'a pas déposé plainte. Absolument, n'a pas déposé plainte. Il dit on va le faire, on transmet des éléments, on fait une commission. Le dernier qui est venu, c'était je vous donne juste ce détail, mais il avait dit il va amener des éléments extrêmement importants sur la fin juin. Bon, en fait, qu'est-ce que c'était? C'était une visite du ministre des Affaires étrangères qui est venu déposer des statistiques sur les crimes. C'est-à-dire que du point de vue de la Cour, alors qu'il s'agirait d'une procédure judiciaire, il n'y a toujours pas une autorité judiciaire qui est désignée, vu que c'est encore le ministre des Affaires étrangères qui s'en occupe. Donc franchement, le procureur dit, et là je ne veux pas lui donner tort, elle dit si vous ne voulez pas de la procédure, ben, c'est pas à moi de la faire. Vous pouvez déposer plainte, il suffit d'une simple lettre. Vous m'envoyez le ministre des Affaires étrangères qui ne dépose pas plainte, il me donne des statistiques, et vous n'avez toujours pas désigné un juge en Palestine pour s'occuper de ça, alors qu'il y a un procureur général. Donc pour le moment, si la CPI ne fait rien sur les crimes, ce n'est pas la faute du procureur, c'est de la responsabilité du gouvernement de Palestine qui ne veut pas de la procédure. Moi, je ne fais pas de politique, donc il a peut-être des raisons pour cela. C'est à vous de les apprécier. Moi, je ne me prononce pas là-dessus, je n'ai rien à en dire, mais je suis là pour défendre l'application du droit. Il suffirait d'une plainte, pas d'une tergiversation de comité, de ceci, de réunion, une plainte du procureur, devant le procureur par le gouvernement de Palestine. Le lendemain, le procureur ouvrirait l'enquête. Voilà. Donc on attend cela. Et sur la question du bébé, j'ai été très choqué de ce que j'ai entendu, je dois vous le dire quand même, parce que bon, on est d'abord choqué de ce que ça représente comme crime et comme sentiment d'impunité et cette vie brisée. Bon, le père est décédé, je pense que la mère, hélas, devrait, oui, des brûlures de 3e degré sur 90% de la surface corporelle, enfin, c'est, je pense... Voilà. Oui. Je pense qu'elle est... Bon. Donc c'est un fait d'une gravité tout à fait exceptionnelle qui déjà nous bouleverse autant, et surtout que c'est fait avec l'idée que de toute façon on ne nous aura jamais rien, c'est cette impunité. Voilà. Et là, il y a deux questions qui se posent. C'est que Abbas dit mais je ne fais pas confiance à ce que fera la justice, et ensuite je vais transmettre le dossier à la CPI. Mais les deux ne marchent pas. Parce que sur le premier point, il y a une question qui est claire, c'est pourquoi est-ce que la Palestine ne juge pas les crimes commis contre ses citoyens? C'est-à-dire qu'on a, une donnée qui est tout à fait claire. Il y a un État de Palestine, il y a les accords d'Oslo qui gèrent plus ou moins le territoire. Mais vous avez sur le territoire de Palestine une victime qui est palestinienne. Pourquoi? Et il y a un procureur, il y a une cour de cassation, il y a tout. Pourquoi est-ce que dans des affaires comme cela, il n'y a pas d'abord des enquêtes qui sont faites en Palestine? Ça serait quand même la moindre des choses. Vous aurez un fait qui a eu lieu en Italie, commis par des Français, mais qui s'en occuperait, ce serait d'abord la justice italienne. Donc dès que le crime a lieu, vu que ce sont des colons, c'est à Israël de juger. Il y a ici un abandon que je trouve extrêmement problématique et qui passe comme une lettre à la poste. Il n'y a personne qui dit, mais la Palestine est victime de violation du droit depuis 60 ans, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas des procès chez elle? Commencez par ça, vu qu'elle fait des procès à des militants politiques, pourquoi est-ce qu'elle renonce? Alors elle ne peut pas aller arrêter les colons qui sont, peut-être elle ne peut pas les arrêter, mais qu'elle démarre une enquête et qu'elle fasse son travail d'État avec la fonction judiciaire. C'est quelque chose qui est extrêmement attendu, extrêmement important. Donc là, c'est un malaise sur la situation de cet enfant, mais sur beaucoup d'autres. Et vous observerez, c'est toujours le même schéma. Il arrive un crime, on dit, ah oui, voilà, alors il y a des cérémonies, et ensuite, c'était Israël de faire l'enquête. Mais faites l'enquête, vous êtes un État. Depuis quand un État ne refuse de juger un crime commis sur son territoire
part contre sa propre population. Si après l'enquête rencontre des difficultés, il y aura bien le temps de le voir. Mais renoncer à l'idée de justice, c'est dire qu'on n'assume pas d'être un État. Et alors ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on dit on va transmettre le dossier à la CPI. Alors tout le monde dit oh, ben enfin ils font quelque chose. Mais excusez-moi, ça ne tient pas la route 2 minutes. Parce que, évidemment, qu'est-ce que va dire le procureur de la CPI? Il va dire, mais est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Je ne suis pas là pour remplacer quand vous ne voulez rien faire. Donc, est-ce que vous avez fait quelque chose pour juger cette affaire? Ensuite, la CPI, si Abbas dit, mais moi je ne suis pas compétent parce qu'il y a les colonies, etc., alors qu'il ne serait pas compétent pour juger, pourquoi est-ce qu'il serait compétent pour transmettre l'affaire à la CPI? C'est totalement incohérent. Et ensuite, ce n'est pas le fait de transmettre, ça c'est un mot médiatique, et vous ne devez pas vous laisser piéger dessus, c'est est-ce qu'il dépose plainte ou non, ce qui serait un fait plus clair. Et enfin, le dernier élément, c'est que ce qui est arrivé est très grave, mais je regrette, c'est pas un crime pour la CPI, parce que c'est pas un crime de guerre, c'est un crime crapuleux, mais un crime de guerre, il implique une des parties au conflit, c'est-à-dire l'État ou ses milices. Donc quand vous avez l'État ou des groupes armés qui sont commandés par l'État, ça rentre dans le conflit et ça devient un crime de guerre. Mais quand il y a une guerre, tous les faits graves qui ont lieu ne deviennent pas des crimes de guerre pour autant. Donc je ne vois pas, dans l'affaire du bébé, qu'est-ce qui donnerait compétence à la CPI, si ce n'est que ça va faire une seule chose. Tout le monde a compris que l'affaire du bébé et de sa famille va être transmise à la CPI va rien pouvoir faire, et on va dire, tu vois, cette justice internationale, c'est rien du tout, alors que là-bas, c'est de dire, ben, on est un État, on va s'en occuper de juger, on va demander l'arrestation des personnes et leur extradition, et puis si vraiment on n'arrive pas, on verra peut-être ce qu'on peut faire, en sachant que, de toute façon, vous ne pourrez jamais faire, c'est transférer le dossier comme cela à la CPI sans mettre en cause les responsables, et franchement, c'est un crime crapuleux qui se joue en dehors de tout ça. Voilà, donc voilà un peu les choses sur lesquelles nous travaillons, et également, il y a les produits, il y a Tutti et Quanti, bon, mais je vous laisse, je vous remercie pour votre attention. Merci.